Bonjour et bienvenue à cette capsule voyage de Voyager en classe senior. Mon nom est Normand Verdon. Aujourd'hui, je vous emmène en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est un tout petit pays de 4 millions d'habitants, situé à l'autre bout de la Terre dans le sud Pacifique. Près de 80% de sa population est d'origine européenne, surtout britannique et irlandaise, ce qui explique qu'on y parle majoritairement anglais. Mais on y retrouve aussi 15% de la population qui ont des origines maoris. Son voisin le plus proche est l'Australie, qui se trouve quand même à 2000 km. C'est donc dire que la Nouvelle-Zélande est une région très isolée. Le pays est composé de deux îles principales, l'île du Nord et l'île du Sud. C'est sur l'île du Nord que se concentre la majorité de la population et presque toute l'industrie. On y retrouve Auckland, qui est la plus grande ville du pays, et Wellington, la capitale. L'île du Sud est beaucoup plus sauvage et on y retrouve des paysages absolument spectaculaires. La seule ville importante est Christchurch. Une des principales raisons de visiter la Nouvelle-Zélande, c'est la culture maori. Prenons donc quelques minutes pour plonger dans cette fascinante culture autochtone. Les Maoris sont arrivés en Nouvelle-Zélande il y a plus de 1000 ans. Ils sont les lointains cousins de tous les peuples de la Polynésie. Ils ont des racines communes avec les habitants de Tahiti, d'Hawaï et de l'île de Pâques. On dit qu'à l'origine, les Maoris étaient de féroces guerriers, réputés pour intimider leurs adversaires. Il semble d'ailleurs que les premiers Européens qui ont tenté de conquérir le pays furent terrorisés par ces impressionnants guerriers et ont dû rebrousser chemin. Le folklore maori qui subsiste aujourd'hui reflète bien toute cette agressivité. La culture maori est fortement composée de tatouages impressionnants, de cris, de danses et de chants assez intimidants. Il faut donc absolument, lorsqu'on visite la Nouvelle-Zélande, assister à un spectacle folklorique. On peut aussi visiter un superbe centre d'interprétation et un musée sur cette culture autochtone dans la ville de Rotorua. On y voit également des reconstructions de villages maoris. On remarquera la façon originale qu'ont les Maoris de se saluer, qui consiste à se rapprocher le nez et le front de l'autre personne. On dit de la Nouvelle-Zélande que c'est le pays qui traite le mieux ses Premières Nations. Les Maoris occupent une place de plus en plus grande dans les institutions du pays et on encourage fortement tous les Néo-Zélandais à apprendre la langue maori. Finalement, on parle de plus en plus de changer le drapeau du pays, qui est d'inspiration britannique, pour un autre qui serait représentatif de la culture maori. Nous allons maintenant visiter l'île du Nord, qui est la plus populeuse et la plus industrielle. On arrive toujours en Nouvelle-Zélande à Auckland, parce que c'est la plus grande ville et c'est ici que se trouve l'aéroport international. Comme toutes les grandes villes, c'est surtout une ville d'affaires et de commerce. Auckland est très multiculturelle et abrite de nombreux musées. Son attraction majeure est sans doute sa Sky Tower. Cette structure de 328 mètres domine la ville et permet une vue spectaculaire sur toute la région. Plus au sud, la capitale du pays, Wellington, a beaucoup plus de caractère. Résolument britannique, Wellington est construite sur un escarpement. Il nous faudra donc prendre un funiculaire pour faire l'ascension de la montagne. Le funiculaire existe depuis 1902. C'est une très belle activité qui nous permettra d'admirer la ville et la mer à perte de vue. Tout en haut du funiculaire, on pourra visiter le Cable Car Museum, qui retrace l'histoire de ce très ancien moyen de transport. L'admission du musée est gratuite. On pourra également faire de belles balades dans le jardin botanique de la ville. Toujours sur l'île du Nord, je vous amène maintenant voir un phénomène unique au monde. Il s'agit des glowworm caves, qu'on pourrait traduire par les cavernes de verre luisant.
Nous n'avions jamais entendu parler de vers luisant avant d'arriver en Nouvelle-Zélande. Il semble que le phénomène existe ailleurs dans le monde, mais en Nouvelle-Zélande, il est particulièrement répandu. À environ 1 heure au sud de Auckland, dans la région de Waitomo, plusieurs entreprises offrent des visites de ces cavernes. Certaines se visitent à pied, en petit bateau et même en kayak. Nous avons opté pour faire une visite en bateau. On nous demande de garder le silence, ce qui en fait une expérience absolument merveilleuse. C'est une expérience magique qu'il ne faut absolument pas manquer lorsqu'on est en Nouvelle-Zélande. Après avoir passé plusieurs jours sur l'île du Nord, il est temps de traverser sur l'île du Sud. C'est ce qu'on va faire en prenant le traversier qui nous amènera de Wellington à Picton. La traversée dure 3h30 et c'est un très beau moment de détente. Les paysages sont magnifiques avec l'océan et les montagnes partout. Aussitôt qu'on débarque sur l'île du Sud, le contraste est saisissant. Il y a peu d'habitants et peu de villages. L'île est réputée pour ses montagnes, ses lacs et ses glaciers. À mesure que l'on progresse vers le sud, les montagnes s'élèvent de plus en plus. Et rapidement, on arrive à la chaîne de montagnes la plus célèbre du pays, les Alpes du Sud. Son plus haut sommet, le mont Cook, culmine à 3700 mètres d'altitude. Dans la région, la ville de Queenstown est réputée pour être le paradis des grands sportifs. Ski en hiver, jet-boat et alpinisme en été. Tout à fait au sud-ouest du pays, on arrive au parc national de Fiordland. L'endroit est difficile d'accès parce qu'il y a peu de routes dans le parc et les hautes montagnes ne sont pas faciles à traverser. Comme il n'y a pas beaucoup d'infrastructures touristiques sur l'île du Sud, on ne sera pas surpris d'apprendre que la majorité des touristes préfèrent louer un véhicule récréatif pour visiter ces grands espaces en prenant leur temps. Durant la belle saison, on rencontre des centaines de véhicules de camping qui s'arrêtent continuellement pour prendre une photo ou faire une randonnée. On a tendance à penser que les fjords se trouvent exclusivement en Scandinavie. En Nouvelle-Zélande, il existe des fjords absolument extraordinaires. On les appelle ici des Sounds. Les plus connus sont le Milford Sound et le Doubtful Sound. Le Fiordland est le plus grand parc national de Nouvelle-Zélande et l'un des plus grands au monde. Son importance comme parc de conservation est telle qu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Le parc est difficile d'accès, mais lorsqu'on y accède, la récompense est au rendez-vous. Les paysages sont majestueux. Les montagnes aux parois presque verticales plongent dans les fjords remplis de baleines et d'animaux marins de toutes sortes. Il va sans dire qu'on doit absolument faire une croisière de plusieurs heures sur le Milford Sound. Il s'agit d'une des attractions touristiques majeures du pays. Le Milford Sound comporte également un observatoire sous-marin. Il est possible de descendre plusieurs mètres sous la surface de l'eau pour y admirer la faune et la flore ainsi que des récifs de coraux noirs. Quant au Doubtful Sound, il est encore plus difficile d'accès. Pour y aller, il faut faire plusieurs heures de randonnée pédestre. Comme les deux sounds sont reliés à la mer, on comprend facilement que les bateaux de croisière qui contournent la Nouvelle-Zélande proposent nombre d'excursions pour visiter ces très beaux endroits. L'activité géothermique est très importante en Nouvelle-Zélande, particulièrement dans le sud. On y voit beaucoup de sources chaudes, de la fumée qui sort du sol et même quelques geysers. La Nouvelle-Zélande fait partie de ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. Cette immense région qui fait le tour du Pacifique est particulièrement propice aux gigantesques déplacements des continents, ce qui crée un grand nombre de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques et de tsunamis. Sur l'île du Sud, on voit beaucoup de ces impressionnants phénomènes naturels, et plusieurs activités touristiques sont organisées autour de ces phénomènes. On fera donc quelques croisières sur des lacs pour voir des choses qu'on voit rarement chez nous. Fumée qui sort du sol, sources bouillonnantes. On verra même quelques étangs et quelques lacs aux couleurs, disons, psychédéliques. Les étranges couleurs sont dues aux différents produits chimiques naturels qui sont présents dans l'eau.
En se promenant dans certains parcs, il faut faire très attention parce que l'eau des sources est tellement chaude qu'on pourrait se brûler. Et croyez-le ou non, nous avons même vu une dame qui réchauffait son souper en plaçant sa marmite directement dans une source chaude devant sa maison. Finalement, il va de soi qu'on doit passer quelques heures dans des bains de sources chaudes naturelles. Ça permet une belle séance de relaxation tout en admirant la nature néo-zélandaise. Après avoir passé un certain temps à l'extrémité sud du pays, nous reprenons notre route vers le nord en longeant la côte est de l'île du Sud. Notre premier arrêt se fera dans la région de Moeraki. À cet endroit, une plage est très célèbre. Non pas pour la baignade, il fait un peu froid, mais pour les étranges roches rondes qu'on y trouve. D'immenses cailloux parfaitement ronds, qu'on appelle ici des boulders, se trouvent au bord de la plage par douzaines. Le phénomène est très curieux et certaines de ces roches font plus de 3 mètres de diamètre. On arrive finalement à Christchurch, la plus importante ville de l'île du Sud. Une ville pittoresque, très britannique et royaliste. Une ville tranquille avec beaucoup de charme. On y a fait une activité qui nous était inconnue. Une belle balade en bateau sur la rivière en compagnie d'un guide très fier d'arborer son canotier. Ça s'appelle du punting. L'activité n'est pas sans rappeler les célèbres gondoliers de Venise. Malheureusement, comme l'activité sismique est importante en Nouvelle-Zélande, les tremblements de terre sont fréquents. Christchurch en a subi 2, coup sur coup, en 2010 et 2011. Le deuxième a fait 185 morts et a détruit une bonne partie de la ville. Lors de notre visite, la superbe cathédrale était interdite d'accès et plusieurs commerces étaient temporairement relocalisés dans des conteneurs. Il existe une autre curiosité propre à la Nouvelle-Zélande. C'est ici qu'a été inventé le bungee, cette activité extrême qui consiste à se jeter dans le vide, attaché par les pieds à un long élastique. Et là, je vais me faire plaisir et en même temps vous faire vivre un moment intense. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Attachez-vous solidement et tenez-vous bien. Et voilà, comme vous voyez, j'ai survécu. Maintenant, une petite question quiz. Quelle est la définition du mot kiwi? Un kiwi, c'est évidemment un fruit bien connu, originaire de la Nouvelle-Zélande. Mais c'est également l'oiseau national du pays, un oiseau assez gros, de la taille d'une poule et qui est incapable de voler. L'oiseau kiwi est en danger d'extinction. Finalement, le terme kiwi désigne aussi un habitant de la Nouvelle-Zélande, et ce n'est pas péjoratif. Les Néo-Zélandais sont fiers de se faire appeler kiwi. J'espère que cette présentation vous a plu. Pour d'autres récits de voyage, je vous invite à visiter mon blog Voyage, dont l'adresse apparaît à l'écran. À la prochaine pour une autre capsule voyage de Voyager en classe senior. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Instagram.